Merci de m'avoir donné l'occasion de partager vos réflexions. Je vais donc effectivement m'appuyer sur les recommandations de la HAS concernant l'annonce des mauvaises nouvelles et la discuter à partir des concepts de la philosophie morale. J'aborderai en particulier la question, qui est une question classique en philosophie morale, du mensonge. Peut-on mentir à un patient pour lui éviter un effet de désespoir, de détresse? Alors, dans un premier temps, je vais m'attarder quelques instants sur le sens des mots, l'information, le mensonge, qu'est-ce que ça veut dire? Et puis on affrontera le dilemme de l'annonce de la mauvaise nouvelle. L'information, c'est un terme artisanal. On en trouve une première occurrence chez Aristote, où il parle du sculpteur, de l'ébéniste, qui informe des matériaux. Par exemple, l'ébéniste va informer un morceau de bois pour faire une statue d'Hermès. Cette signification artisanale nous rappelle que la médecine, elle aussi, relève de l'art non moins que de la science, et que le médecin qui va délivrer une information péjorative va aussi, quelque part, devoir sculpter dans une matière première des matériaux qui sont composés des craintes, de la culpabilité, des mauvais souvenirs, des angoisses et des espoirs du patient. Je voudrais représenter les choses de cette manière-là. Le médecin va prendre dans le ventre cette forte charge émotionnelle au moment de la consultation avec un patient qui est suspendu à ses lèvres et qui, depuis des jours, s'angoisse à l'idée de résultats péjoratifs. Donc ce n'est pas un phénomène de transvasement, je ne délivre pas une enveloppe dans une boîte aux lettres, c'est un phénomène interactif et la Haute Autorité de Santé a insisté sur cet aspect d'interaction, informer, c'est sculpter, réagir, interagir. Une information, c'est un renseignement et une relation. D'ailleurs, quand quelqu'un est allé chez le médecin, il rentre dans son foyer, il dit « voilà, alors j'ai vu le docteur » et tout de suite les proches lui disent « et qu'est-ce qu'il t'a dit ?» Ça c'est le premier point, c'est-à-dire la santé. Mais très vite, la deuxième question qui est posée, est-ce qu'il était sympa? Voilà. Les gens perçoivent tout de suite qu'il va y avoir l'aspect somatique, la santé, mais aussi qu'est-ce qui se passe au niveau humain. Le rapport de la HAS dit que finalement, à ces deux R, renseignement et relation, il faudrait ajouter répétition pour être sûr que le message est bien passé, mais on peut répéter aussi quelque chose qui est incompréhensible, donc il faut aussi la reformulation, redire la chose d'une autre manière, donc ça nous fait 4 R, renseignement, relation, répétition et reformulation. Alors, de temps en temps, ça se passe bien, la forme épouse la matière, le médecin annonce une nouvelle rassurante et il peut provoquer même des larmes de joie, de soulagement. On voit des chirurgiens qui sont couverts de cadeaux. C'est un moment de profond bonheur. La matière de l'angoisse a reçu la forme qui l'attendait. Mais de temps en temps aussi, et c'est de cela dont on parle aujourd'hui, la matière ne reçoit pas la forme qu'elle escomptait. Alors va s'en suivre un certain nombre de réactions que la Haute Autorité de Santé a passées en revue, des points de vigilance. Je les résume parce que je n'ai qu'une petite demi-heure. Premier moment, on le connaît bien, c'est la sidération. Ce que nous dit à ce propos la Haute Autorité de Santé, c'est que cette sidération, elle est inéluctable, elle est impossible à éviter, mais on peut éviter quand même de susciter l'épouvante, la panique.
Et donc, on ne doit pas commencer à annoncer une mauvaise nouvelle de but en blanc, en venir trop rapidement au centre de la conversation. Il faut donc adopter une attitude un petit peu en entonnoir, commencer par revenir sur l'histoire, pourquoi on est là aujourd'hui, mais absolument déjà occuper le terrain avant d'en venir à la gravité de l'annonce. On retrouve cette idée que l'information n'est pas une procédure, ce n'est pas une lettre qu'on met dans une boîte aux lettres, mais c'est un processus. Le deuxième point de vigilance, c'est la projection agressive. On sait qu'il y a des patients qui vont se montrer agressifs vis-à-vis de celui qui annonce la mauvaise nouvelle. Mais le médecin ne va pas réagir comme si c'était lui qui était mis en cause. Il comprend bien qu'il est le paratonnerre sur lequel vient fondre la foudre. Le patient exprime par son agressivité une angoisse personnelle ou peut vouloir s'affranchir de la pesanteur de sa culpabilité. Le troisième point de vigilance, c'est la régression. On a parfois des patients qui viennent avec leur conjoint, avec leur épouse, et c'est l'épouse qui parle à la place du patient. Alors, c'est un point de vigilance, c'est-à-dire que le médecin ne doit pas couper la parole à la femme et lui dire « écoutez, laissez parler le principal intéressé ». Bon, il ne peut pas faire ça. Mais en même temps, il ne peut pas non plus ignorer qu'il a absolument besoin d'interagir avec le patient. Il va donc de temps en temps corriger un petit peu le tir pour remettre un peu la balle au centre. Il est déconseillé de recevoir le patient à part et de dire, par exemple, « Écoutez, j'aimerais bien entendre votre mari parce que moi, je ne sais pas ce qu'il pense lui vraiment, c'est toujours vous qui parlez. » Donc ça, non. Le patient régresse, eh bien, on va l'accompagner avec sa régression. Le déni, bon, c'est un mécanisme de longue date étudié par les psychanalystes. La recommandation est d'accepter ce déni en pensant qu'il pourra se résorber au fil du temps, que dire la vérité, ce n'est pas catapulter un message péjoratif. La vérité, c'est un horizon et rien n'oblige le médecin déontologiquement à catapulter, imposer, dire la vérité sur le champ. La rationalisation, c'est l'excès de langage technique, une manière de se dérober à ce devoir de vérité en utilisant un jargon que le patient ne comprendra pas. Et enfin, la banalisation, c'est le fait de dire, par exemple, à une femme ou à un homme qui va perdre ses cheveux que ce n'est pas très grave, c'est-à-dire délégitimer la parole du patient qui dit « moi c'est effrayant, pour moi cette idée de perdre mes cheveux » et de dire « mais vous savez, ça repousse ». Alors d'ailleurs, récemment, j'ai vu qu'un petit livret d'une antenne de la Ligue contre le cancer a publié donc un slogan qui n'est pas du tout concordant avec les recommandations de la HAS. Alors, deuxième élément maintenant de recherche sémantique, c'est qu'est-ce que mentir? Alors, la définition que j'ai retenue est celle de saint Augustin, grand théologien chrétien, parce qu'il insiste sur le fait qu'on peut mentir de différentes manières, et pas seulement par la parole. Et menteur, dit saint Augustin, celui qui pense quelque chose en son esprit et qui exprime autre chose dans ses paroles ou dans tout autre signe. Alors, dire autre chose que ce qu'on pense, par exemple, les résultats sont catastrophiques, on ne va pas dire ça à un patient. Donc on pense quelque chose, les résultats sont catastrophiques, mais on dit autre chose. On est déjà sur la voie du mensonge.
ou dans tout autre signe, c'est-à-dire que je peux mentir en ne réagissant pas. Par exemple, un malade qui dirait « quand je serai guéri, je veux reprendre l'escalade ». Quand je serai guéri, on pourrait dire au patient « je vous arrête tout de suite ». Vous n'avez pas vu soins palliatifs, c'est marqué l'écriteau à l'entrée. La HAS nous a dit accepter le déni, respecter le déni. Mais le fait est que si je ne réagis pas, je suis aussi un peu dans le mensonge, ou si je fais un mouvement de mimique d'approbation, là je suis aussi dans un mensonge qui ne passe pas par le registre verbal. Donc ce grand théologien a aperçu quelque chose qui est très vrai. Alors je vais me servir de deux images qui sont celles de comédiens, qui nous servent de support pédagogique. Je précise tout de suite qu'il ne s'agit pas de photographies de véritables médecins qui auraient été prises à la dérobée. Je vais m'en servir pour illustrer le fait qu'on peut mentir aussi à travers son corps et que la grande difficulté du médecin est de trouver le bon positionnement. Il y a des jours où on y arrive et il y a des jours où on n'y arrive pas. C'est tout un art. Alors, voilà les deux images que je voulais soumettre à votre perspicacité. Je pense qu'ici, on a un médecin qui exprime par son visage une certaine gravité, qui a trouvé le bon positionnement. Elle regarde le patient dans les yeux. Si on regarde cette deuxième image d'un comédien, c'est déjà un petit peu à côté. Ça sonne faux, parce qu'il y a un léger sourire esquissé, il y a peut-être même une petite voix chantante, musicale, quelque chose qui fait que non, ce n'est pas crédible. Et ici aussi, on voit la différence d'âge des deux médecins, qui sont des comédiens, et cela va être très important puisque la HAS préconise de confier les bonnes nouvelles à la sagacité des médecins expérimentés. Alors, maintenant, sur un plan éthique, le mensonge peut revêtir deux aspects. Il y a un mensonge sur lequel on ne va pas tellement s'arrêter, c'est la contre-vérité. Le mensonge caractérisé, où l'on dirait vraiment un propos complètement faux par rapport à un diagnostic. Selon l'intuition commune, un tel mensonge n'est pas acceptable moralement. En revanche, l'omission, c'est-à-dire le fait de ne pas dire tout ce que l'on sait, va susciter davantage de dilemmes. On est là sur un domaine où le médecin peut estimer qu'il ne doit pas communiquer au patient tout ce qu'il sait. Alors, il peut y avoir des omissions qui ne sont pas mensongères, en particulier si le malade ne veut pas savoir. Alors, le droit de ne pas savoir doit être manié avec précaution. Le droit de ne pas savoir du tout n'est pas acceptable, parce que, en particulier dans le cancer, on va intervenir sur le corps de la personne, et donc, comme il n'y a pas de possibilité d'intervenir sur son corps sans une information loyale, un consentement éclairé, ce n'est pas acceptable. Quelqu'un qui dirait « je ne veux absolument rien savoir, taisez-vous, je ne peux pas vous soigner ». Mais là, sur cette image, « docteur, ne me dites pas tout », ça ne veut pas dire « docteur, ne me dites rien ». C'est très très rare des patients qui ne veulent strictement rien savoir. Mais inversement, c'est très rare aussi d'avoir des patients qui veulent absolument tout savoir. C'est ça la difficulté. Donc je l'ai dit, la HAS adopte une position empiriste, c'est-à-dire c'est quand même au médecin senior, à celui qui a la prudence, qu'il revient la responsabilité de faire des mauvaises annonces.
On ne peut pas dire à un jeune, tu vas te faire la main, tu vas essayer, on avance par essai et erreur, parce que ce serait une atteinte à la dignité des personnes. Donc le philosophe Aristote a réfléchi sur l'attitude de la prudence, la phronésis en grec, qui est une vertu que l'on acquiert en capitalisant sur son expérience. C'est à force de pratiquer des mauvaises nouvelles qu'on sait comment formuler des mauvaises nouvelles. Le savoir permet la prudence, mais la prudence ne se réduit pas à un savoir qu'on apprendrait sur les bancs de la faculté. Ce qu'on apprend sur les bancs de la faculté, c'est 50% de la médecine. Le reste, c'est la pratique. Alors, la HAS est empiriste aussi dans le fait qu'elle place le patient au centre. Déjà, lui, quelles sont ses caractéristiques idiosyncrasiques, quelle est sa psychologie, son tempérament, son histoire, est-ce qu'il est dépressif, est-ce qu'il est seul, quel est son statut socio-économique. C'est en partant de Monsieur X ou Madame Y qu'on sait comment on va procéder. Ce que nous laisse aussi en héritage la philosophie d'Aristote, c'est cette idée que le bon positionnement, la prudence, est toujours une voie médiane entre deux extrêmes. Premier extrême, ce serait d'informer le patient, bon, vous avez un cancer, et puis on passe rapidement à autre chose, en se disant, bon, il a forcément entendu le mot cancer, et on va vite passer au traitement. Bon, là, ça ne va pas. Mais inversement, quand le patient parle d'autre chose et qu'on revient à la charge, vous avez un cancer, voilà, on revient parce qu'on a l'impression que le patient ne veut pas savoir. Et ça, la haute autorité de santé le dissuade, le déconseille. Il faut respecter la temporalité du patient qui, à l'instant T0, ne veut peut-être pas tout entendre, mais il sera capable de revenir un peu plus tard et d'entendre un peu plus. Donc c'est la prudence ou le bon positionnement, la sagesse aussi, la voie de la sagesse et la voie du juste milieu, d'abord identifier les deux extrêmes pour en induire le bon positionnement. Alors, deuxième illustration de la prudence, de ce bon positionnement, il y a la dramatisation excessive, où vraiment on fait une mine décomposée, désespérante. Même si le pronostic est vraiment très sévère, il faut quand même entretenir une lueur d'espoir. Voilà. Être humain, c'est pouvoir dire demain. Mais inversement, vouloir être trop chaleureux, trop généreux est aussi un excès, puisqu'on va réassurer faussement le patient. Donc toujours cette idée du juste milieu, cette éthique de la prudence qui nous amène à chaque fois qu'on a affaire à un cas, quels seraient les deux extrêmes que je dois éviter. Alors il me reste maintenant une dizaine de minutes pour aborder la question du dilemme. Quelles sont les situations où on pourrait mentir? Avons-nous de bonnes raisons de mentir? C'est là encore des questions que se sont posées les philosophes depuis l'Antiquité. Alors pourquoi mentir? On peut rapidement répertorier les raisons pour lesquelles nous sommes amenés dans la vie de tous les jours à mentir. Avant toute chose, le patient peut-il se mentir à lui-même et pourrait-il avoir de bonnes raisons de se mentir à lui-même? S'il se sent fragile, s'il est en deuil, s'il est en séparation, s'il ne va pas bien, il peut considérer qu'il n'a pas la force morale d'entendre encore des choses défavorables concernant sa santé. À ce moment-là, on pourrait dire qu'il est lui-même le théâtre d'un dilemme entre « j'ai envie de savoir » et « je ne me sens pas la force ». Il s'applique à lui-même le principe de non-malfaisance. Je dois me protéger d'une réalité trop éprouvante parce que là, je vais m'effondrer.
déjà trop de problèmes, je ne peux pas me payer le luxe d'avoir en plus cette mauvaise annonce. Dans mon diaporama, j'ai fait un clin d'œil à Jean-Paul Sartre qui nous a laissé en héritage quelques réflexions sur la mauvaise foi. Bon, je n'ai pas le temps de m'y attarder, mais ce que dit Sartre, c'est que c'est impossible de se mentir à soi-même. Le mensonge est forcément le fait d'un agent qui ment à un destinataire, mais si je me mens à moi-même, je suis conscient de ce que je me cache et ce n'est pas possible, c'est de la mauvaise foi. Mais on n'a pas le temps de s'y arrêter. Intéressons-nous plutôt aux raisons que nous invoquons pour mentir dans la vie ordinaire. La bienséance sociale. On ne va pas dire à quelqu'un « je trouve que tu as grossi ». Tu as mauvaise mine, bon, il y a plein de choses. Bon. D'ailleurs, les personnes réagissent en disant oui, d'accord, mais tu n'étais pas obligé de me le dire. Et ça, c'est intéressant, ça veut dire qu'en face de nous, on a une personne qui veut savoir la vérité, mais pas tout, pas toute la vérité. Docteur, ne me dites pas tout. Alors, on peut prendre le cas de l'enterrement. Hein. Tout le monde doit faire une mine d'enterrement à un enterrement, y compris ceux qui ne sont pas tellement affectés par la mort de celui qui est dans le cercueil. Donc là, sur cette image, il y a des gens qui sont sincèrement affectés et d'autres qui disent « ouf, bon débarras ». Eh bien, c'est un hommage du vice à la vertu. Il faut quand même qu'il singe, qu'il mime l'affliction. Donc on ment pour des raisons de bienséance sociale, on ment aussi pour des raisons psychologiques. Parfois, le médecin, lui aussi, a des problèmes personnels, il traverse des difficultés et le fait d'avoir annoncé des mauvaises nouvelles est pesant. Il n'en a pas la force, il n'en a pas le courage. Et à ce moment-là, il peut être tenté d'utiliser des euphémismes parce qu'il gère une situation qui est personnellement difficile. La HAS évoque aussi le cas des médecins qui sont personnellement touchés par la maladie dont ils parlent avec leurs patients. Donc, dans ces cas-là, par dérogation, ils vont recourir à des formules « vous avez une petite tumeur, on va la brûler ». Par dérogation, on peut l'accepter. Le fait est aussi que ce n'est pas la période, enfin, ce n'est pas ce qu'il y a de plus agréable dans la profession de médecin que d'annoncer des mauvaises nouvelles, parce que voir quelqu'un qui pleure, qui s'effondre devant soi, suscite un accablement moral. On peut d'ailleurs parler de véritable angoisse quand la personne est en face de nous, que nous n'avons rien de très rassurant à lui annoncer. Par compassion, on serait tenté d'édulcorer un petit peu l'annonce en lui disant « ça va marcher, ne vous inquiétez pas, on connaît bien cette maladie, on va la traiter ». Et puis en même temps, la crainte que le patient ne soit induit en erreur ou trouve sur Internet des informations qu'on a voulu lui dérober. Il y a donc une sorte d'oscillation intérieure entre une émotion de compassion qui nous dit « édulcore », ment par omission, le mensonge pieux, le mensonge compassionnel, et puis d'un autre côté une petite voix qui dit « attention, là tu vas vers la déloyauté, tu vas l'induire en erreur », puis il va revenir vers toi, puis il dira « mais vous ne m'avez pas tout dit, c'est bien plus grave que ce que vous m'aviez dit le premier jour ». Donc ça, cette instabilité entre des émotions différentes font qu'on peut être soit agressif, l'annonce brutale. Je vous avais bien dit d'arrêter de boire, maintenant c'est trop tard. Bon, heureusement, ça n'arrive pas, hein. Mais l'annonce agressive, c'est une manière de tuer celui qui nous angoisse. Hein. Il est là avec son attente, il veut être rassuré. Donc on détruit magiquement la cause de notre angoisse en lui assénant une vérité brutale. La deuxième, c'est la fuite, c'est le mensonge, et ce n'est pas non plus une solution satisfaisante, mais parfois l'angoisse se réduit dans des proportions qui fait qu'elle est
supportable, et quand elle est supportable, quand on éprouve juste un fond d'angoisse, elle est plutôt bénéfique parce qu'elle va mobiliser nos facultés intellectuelles, nous dynamiser, peut-être aussi partager avec notre équipe la question de savoir comment annoncer une mauvaise nouvelle à un patient. Donc quand l'angoisse est trop intense, elle nous pousse à l'agressivité ou à la fuite. Quand elle est supportable, elle est plutôt bénéfique. Et on n'imagine pas un médecin qui ne serait pas de temps en temps angoissé. Alors on ment aussi pour des raisons stratégiques. Par exemple, le général de Gaulle, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, quand on lui parlait des collaborateurs, on lui disait « Mais vous savez, mon général, tous les Français n'ont pas été de grands résistants. » Il a répondu « La France n'a pas besoin de vérité, la France a besoin d'espoir. » Bon, philosophiquement, on peut tout à fait comprendre ce mensonge stratégique, parce qu'effectivement, l'homme politique, le leader, le chef d'un groupe, il a d'autres préoccupations que la vérité. Il faut réconcilier le pays avec lui-même. Et puis la vérité, ça ne veut pas dire qu'on ne la dira jamais, mais on va attendre les années 1980-90 où on pourra sortir tout ce qu'on a dans le placard. Alors, nos raisons de mentir sont-elles légitimes? C'est le dernier point que je voudrais aborder. Le mensonge pose un problème important qui est qu'il entraîne un déficit d'information et donc va attenter au principe d'autonomie. Pour être libre, le patient a besoin d'avoir un maximum d'informations. Et même si d'ailleurs il veut aller se faire euthanasier en Belgique, après tout, pourquoi pas? Donc ça, c'est l'information est au service du respect de son autonomie. Mais nous l'avons vu aussi, il faut éviter la détresse, l'épouvante avec des gens qui parfois ont de graves problèmes. Alors, pour terminer cet exposé, je voudrais vous présenter en quelques mots ce qu'on appelle en philosophie morale une position déontologiste. Sa figure emblématique, c'est Kant, philosophe allemand pour qui notre devoir est de ne pas mentir. Et on ne doit pas mentir et il ne faut pas rentrer dans le calcul des conséquences. Un médecin doit être franc, loyal, sincère, authentique. Tant pis pour les conséquences qui en résultent pour le patient. Et là, HAS est assez proche de cette position déontologiste, devoir de ne pas mentir. Elle recommande une communication sincère et vraie, ne rien dire qui ne soit vrai. L'idée de cette position qui préside à cette position déontologiste, c'est que si le patient a le sentiment qu'on lui cache quelque chose, les effets vont être encore bien plus dévastateurs parce que l'information, même quand elle porte un nom qui est terrible, vous avez un cancer du foie, c'est une annonce qui est terrible, mais c'est moins pire que vous avez quelque chose de grave mais on ne sait pas ce que c'est. Voilà ce que dit la HAS, ce qui est terrible et connu vaut toujours mieux que ce qui est terrible et inconnu. Donc à vouloir éviter une angoisse au patient, on risque de le surangoisser. Bien sûr, cette position est concordante aussi avec la déontologie médicale qui ne dit pas aux médecins de temps en temps vous pouvez dire la vérité, de temps en temps vous pouvez mentir. La déontologie est très claire, il faut une information loyale. Alors pourquoi y a-t-il un dilemme? Il y a un dilemme quand la maladie ne va plus répondre à des thérapeutiques efficaces. Et c'est La Rochefoucauld qui, dans une maxime célèbre, va nous confronter à ce dilemme. Le soleil ni la mort ne peuvent se regarder fixement.
Va-t-on dire ou faire comprendre au patient qu'il va mourir? Faut-il même prononcer le mot mort? Là, La Rochefoucauld nous dit attention, attention, l'homme ne peut pas regarder la mort en face. Et Freud, on le sait, quand son cancérologue lui annonçait une tumeur ORL, je crois, il lui a reproché de lui avoir dit la vérité, de lui avoir laissé entendre qu'il allait mourir. Alors, quels sont les arguments? Je n'ai pas beaucoup de temps, je vais en retenir simplement 2 de Kant. Le premier argument, c'est que le mensonge déprécie la personne, et pour Kant, elle porte atteinte à la dignité de la personne, en ce sens que, usuellement, c'est aux enfants que nous mentons. Donc, quelque part, mentir à une personne, c'est le traiter comme un enfant. Et puis, le deuxième argument, c'est que, pour la HAS, le mensonge enferme l'individu dans une identité régressive, alors que la personne peut évoluer, cheminer, elle va être travaillée par l'angoisse, et puis peut-être que dans 3 mois, ce ne sera plus la même personne, elle sera transfigurée. Il faut avoir une vision un peu généreuse de l'être humain et penser qu'il a des capacités intellectuelles, que c'est un être raisonnable, rationnel et capable d'entendre aussi des vérités désagréables. Et puis le deuxième argument important, c'est que pour Kant, si on commence à admettre des cas particuliers, on rentre dans une pente glissante, car on trouvera toujours des bonnes raisons de dire « là, je suis face à un cas particulier ». Et peu à peu, ce principe de franchise, de véracité, va se trouver affaibli sous l'effet de multiplication de dérogations. C'est pour ça que Kant est assez intransigeant vis-à-vis du devoir de vérité. Et enfin, je terminerai par le dernier argument, finalement, c'est que, je le disais tout à l'heure avec le général de Gaulle, on peut mentir de façon stratégique, en calculant les conséquences, mais ce n'est plus de la moralité, c'est de l'habileté, nous dit Kant. Quand je commence à calculer, je suis dans la ruse, la stratégie, je ne suis plus dans une relation authentiquement éthique avec le patient, d'autant que les conséquences, on croit pouvoir les maîtriser, mais en réalité, elles se perdent à l'infini. Je crois faire le bien du patient en lui épargnant une mauvaise nouvelle, mais peut-être que ce sera bien pire lorsqu'il s'en rendra compte lui-même un peu plus tard. De même que quand on fait le bien d'un patient, on le traite d'un cancer, est-ce qu'on fait vraiment son bien? Bon, peut-être que dans 5 ans, il va avoir la maladie d'Alzheimer, alors que son cancer aurait pu l'emporter et lui épargner ce douloureux calvaire. Vous voyez que faire le bien du patient est quelque chose de très aléatoire, alors que la sincérité, la franchise et l'authenticité sont, je crois, des repères solides, intangibles, sur lesquels je terminerai en conclusion de cet exposé. Je vous remercie de votre attention.